Bonjour Monsieur Badi, merci beaucoup. Merci d'être avec nous, Bertrand Badi, professeur à Sciences Po, spécialiste des relations internationales, auteur de ce livre, L'Art de la paix. C'est aux éditions Flammarion. Et c'est un sujet dont on va parler, évidemment. D'abord, on va regarder ce qui se passe du côté d'Israël. Il y a un accord de trêve qui doit donc entrer en vigueur dimanche entre Israël et le Hamas. Est-ce que, selon vous et selon ce que vous avez observé ces dernières heures, cet accord sera respecté et entrera bien en vigueur dimanche ? Alors, vous savez, c'est la question qu'on se pose immédiatement dès qu'il est question de cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, par définition, est quelque chose de fragile. Et il ne faut pas l'oublier, parce que j'entends certains commentaires peut-être trop optimistes. Le cessez-le-feu, ce n'est pas la paix. Le cessez-le-feu appartient encore au vocabulaire martial et à la gestion de la guerre. Il ne faut jamais l'oublier. Alors, maintenant, il y a un certain nombre de circonstances aggravantes qu'il faut bien avoir en tête. La première, c'est tout processus de cessez-le-feu qui est étalé dans le temps. Vous savez là que l'on a dégagé 3 étapes dans la réalisation, la construction de ce cessez-le-feu, et d'autant plus fragile que pendant ce temps, il peut se produire l'événement qui ressemble à l'étincelle et qui remet tout en question. Ça, c'est un premier élément qu'il faut avoir en tête. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des premières libérations d'otages à partir de dimanche, mais que ça ne s'étale pas sur les semaines qui sont prévues pour le moment. Par exemple, vous savez, dès qu'on introduit la temporalité, a fortiori si elle est longue, et là elle n'est quand même pas très courte, dans un processus de négociation, les chances que celle-ci aboutisse s'en trouvent réduites. Rappelez-vous Oslo. La faiblesse d'Oslo, c'était cet étalement dans le temps qui lui a été fatal. Là, la comparaison est limitée parce qu'il ne s'agit pas du même type d'accord, mais il y a toujours cet effet diabolique de la temporalité. Mais alors pourquoi avoir introduit cette temporalité ? On ne pouvait pas dire dans l'accord de cessez-le-feu, dès dimanche, on libère 33 otages israéliens contre 1 millier d'otages palestiniens, c'était pas possible ? Alors, vous mettez le doigt sur un des éléments essentiels. D'abord, je dirais la brièveté est fonction de la confiance. Quand la confiance est forte, on fait tout en même temps. Lorsque la confiance manque, on a tendance à dire, on va voir si vous respectez et si vous êtes sage, si vous faites bien ce qu'il y a de prévu, on continuera. Donc, les 3 premières libérations sont comme des tests dans le processus. Si ce test se passe mal, et il y a hélas beaucoup de facteurs qui peuvent le compliquer, eh bien, effectivement, le processus risque d'être interrompu. Ça, c'est un premier élément. Ouais. Et puis, il y a, je dirais, une double temporalité qui rencontre celle-ci, qui est la temporalité régionale et la temporalité internationale. La temporalité régionale, vous savez, le conflit israélo-palestinien n'est pas comme les guerres classiques d'autrefois. C'est-à-dire, dans les guerres classiques d'autrefois, la rationalité des États qui se faisaient face était contrôlable. Là, on est face à, je dirais, tout un ensemble de combattants qui ne sont pas forcément monolithiques, qui ont chacun leur rationalité et qui surtout vont chercher à se distinguer ou faire plus que le voisin. Donc cette surenchère est quelque chose qui peut être vraiment douloureux. Ça veut dire que les choses, elles ne se jouent pas uniquement entre Israël et le Hamas. Exactement, exactement. D'ailleurs, il y a là un paradoxe intéressant parce que toute la logique d'Israël était éradiquer le Hamas, mais on s'aperçoit que, Israël négocie avec le Hamas, même si c'est des négociations indirectes, donc il y a quand même quelque chose d'un petit peu paradoxal. Le Hamas, finalement, sort de cette négociation comme un acteur reconnu du jeu avec qui on traite. Donc le but de guerre initial, il n'est pas atteint. Voilà. Mais est-ce qu'il est affaibli, le Hamas, quand même, par ces 15 mois de guerre, ou même pas ? Alors, vous savez, bien sûr qu'il est affaibli parce que, bien sûr, les destructions étaient énormes. Bien sûr, beaucoup de combattants, on évalue à peu près à 10, 15, c'est difficile d'ailleurs de définir ce qu'est un combattant dès lors qu'il ne s'agit pas d'une armée institutionnalisée. Alors, de ce point de vue-là, l'affaiblissement est double dans la logistique et dans les personnes humaines. Mais on a tendance, et on a fait la même erreur en France,
il y a déjà plusieurs décennies avec la guerre d'Algérie. On croit qu'on éradique un mouvement combattant de cette nature comme on peut éliminer l'armée d'un État adversaire. C'est tout différent parce que le propre des milices non constituées en armée d'État, c'est leur extraordinaire fluidité et souplesse. Et il y avait un article récemment dans le Washington Post qui indiquait que le Hamas est en train de se reconstituer. C'est toujours comme ça. Dans les guerres de décolonisation, vous voyez le même processus. La bataille d'Alger en 1957 avait éradiqué le FLN, mais le FLN a repoussé, je dirais, comme boosté par les douleurs de la bataille d'Alger. Là, c'est à peu près la même chose. D'autant plus que l'on voit parallèlement, on ne le regarde pas suffisamment, un affaiblissement incroyable de l'autorité palestinienne. Donc, le Hamas a tendance à tirer profit, avantage, d'une part de la violence de la répression israélienne, officiellement 47 000 morts, mais le Lancet, cette revue britannique, nous annonce pratiquement 100 000 morts, et il tire également profit de la faiblesse de l'autorité palestinienne. Donc on n'éradique pas des mouvements de ce genre, c'est ça qu'il faut bien comprendre, et effectivement, on va assister à l'occasion de cette nouvelle séquence à des éléments reconstitutifs. Puis il y a un dernier élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, en principe, une guerre, c'est un instrument pour réaliser une finalité politique. Or, les guerres depuis 1945, pas seulement le conflit israélo-palestinien, si vous avez remarqué, ne débouchent jamais sur des réalisations politiques. Alors, ceux qui ont construit l'accord d'aujourd'hui ont conçu la fameuse troisième étape pour ouvrir la voie à la réalisation d'un après-guerre, d'une reconstruction, en tous les cas de Gaza, voire de l'ensemble des territoires occupés. Vous savez, la première étape, c'est la libération des premiers otages. La deuxième, c'est la fin véritablement du conflit. La troisième, c'est le post-conflit. Bon, mais comment elle peut s'arrêter, cette guerre ? Eh bien, justement, c'est là que nous devons être vigilants pour ne pas dire pessimistes. C'est-à-dire que autant on voit comment l'étape numéro 1 peut être franchie facilement, la libération d'otages, c'est une technique d'échange qui semble à peu près maîtrisée et qui a eu ses précédents, notamment en novembre 2023. La deuxième, elle dépend d'un choix politique, mais ce choix politique, il peut être fait par le cabinet israélien, arrêter la guerre. La troisième étape, elle dépend de la mise en place d'institutions palestiniennes pour gérer le territoire de Gaza, a fortiori pour penser à une solution au conflit israélo-palestinien. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a même pas le début d'un consensus, que non seulement le gouvernement Netanyahou, mais la majorité de l'opinion publique israélienne ne veulent pas d'un État palestinien. Donc la solution à deux États, pour vous, elle est toujours pas envisageable ? Alors le grand paradoxe, c'est que c'est la seule solution possible, et tout le monde en convient discrètement ou publiquement, mais personne ne connaît la voie qui peut y mener. Et c'est la raison pour laquelle cette troisième étape fait peur, et elle peut fort bien être le prétexte à une reprise du conflit dans la région. Et c'est-à-dire qu'il y aura la libération des 33 otages, et ça risque de s'arrêter là ? Je pense qu'effectivement, c'est... On peut avancer sur de nouvelles libérations d'otages. Est-ce que Benyamin Netanyahou, il peut se permettre de reprendre la guerre tant que tous les otages ne sont pas libérés ? Alors, le problème, bon, je dirais que c'est un des aspects du problème. Il faut bien comprendre une chose, c'est que dans la vision israélienne de ce qu'est la sécurité, seule la puissance et l'usage de la force a été réellement envisagé. C'est l'idée selon laquelle Israël ne sera en sécurité que si cet État fait un usage aussi élevé que nécessaire de la force. Mais il n'y a jamais eu la représentation de ce que
peut-être le post-guerre, le post-conflit, sinon des choses qui seront inacceptables comme l'annexion pure et simple des territoires occupés. Bon, s'il y a cette annexion, effectivement, toutes les solutions de paix se trouvent bloquées. Si on opte pour autre chose, on entre dans un processus politico-diplomatique dont personne véritablement ne veut en Israël. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, il faut réjouir de ce qui se passe aujourd'hui, ne serait-ce que parce que bien des familles d'otages vont être soulagées et parce que les Gazaouis qui vivent un cauchemar depuis 15 mois semblent, je dis bien, soulagés. Ils ont manifesté leur joie. Mais ils l'ont manifesté sous les bombes, puisque vous savez qu'il y a eu 80 morts hier à Gaza. Mais au-delà de cela, eh bien, on ne voit rien. Vous savez, c'est le fond du problème des relations internationales aujourd'hui. La guerre, il n'y a plus une seule guerre depuis 1945 qui est amenée à une solution politique. Regardez le Vietnam, l'Afghanistan, l'Irak, la Somalie, jamais, ou le Sahel, jamais. Aucune guerre depuis 1945 n'a débouché sur une solution politique, alors que c'était la logique même autrefois. Autrefois, on faisait la guerre, et puis le vainqueur, il négociait en position de force face au vaincu les conditions d'un nouvel ordre politique régional ou international. Ça, c'est fini. Juste un mot sur ce qui se passe en interne en Israël, puisque l'accord il doit encore être validé. On entend la réticence de ministres d'extrême droite. Est-ce que Benyamin Netanyahou, il peut perdre le soutien de cette extrême droite, ce qui pourrait le conduire à perdre le pouvoir, ce qui pourrait le conduire à perdre son immunité et peut-être à finir en prison? Alors ça, c'était le schéma que Benjamin Netanyahou avait en tête jusqu'à il y a quelque temps et que la plupart des observateurs relayaient. Aujourd'hui, ça a un peu évolué pour deux raisons. Peut-être trois. La première raison, c'est que les centristes de Yair Lapid ont dit si vous perdez une partie de votre aile la plus radicale, nous on compensera. Et donc vous garderez la majorité de la Knesset, donc ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas mis en minorité. Ça, c'est l'élément nouveau de l'arithmétique parlementaire israélienne. Il y a un deuxième élément, c'est que dans cette situation-là, les d'extrême droite, Ben Gvir, Smotrich, savent que s'ils vont jusqu'au bout de leur radicalité, ils perdent tout. C'est-à-dire, ils sont exclus du gouvernement, ils n'ont pas d'avenir politique. C'est-à-dire, l'extrême droite se trouve complètement, et pour longtemps probablement, totalement isolée et marginalisée. Donc je ne suis même pas sûr qu'ils iront jusqu'à mettre leurs menaces à exécution et à quitter le gouvernement. Et puis, il y a une troisième raison, c'est, j'allais dire, la politique du gros bâton de M. Trump. C'est-à-dire, il s'est passé aussi quelque chose qu'on a mal regardé. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques mois, peut-être quelques semaines, Benjamin Netanyahou faisait le pari qu'il fallait tenir jusqu'au 20 janvier, parce qu'à partir du 20 janvier, l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche lui rendrait la tâche plus facile. Il semble que les messages que le nouveau président américain a envoyé aux dirigeants israéliens soient quelque peu différents, sur le mode « débarrassez-moi de ce conflit ». Et donc, si vous êtes trop entêté, je ne vous soutiendrai pas. Mais quel rôle il a joué, Donald Trump, dans cet accord? Parce que lui, évidemment, il revendique un rôle important. Est-ce que c'est le cas? Alors d'abord, ce qui est intéressant, presque inédit dans l'histoire des relations internationales, c'est qu'on semble s'être arrangé pour que tout le monde tire son petit pourboire, en quelque sorte. Biden qui dit, vous voyez, c'est sous ma présidence qu'on a pu aboutir à un accord, et Trump disant, c'est parce que j'arrive là-bas. Donc c'est une façon élégante de rétribuer tout le monde. Maintenant, deuxième remarque, il faut faire très attention. On a trop tendance à dire que les ficelles sont à Washington et que là, les dirigeants américains tirent les ficelles. Ça, c'est fini, ce temps-là. Il était un temps où un coup de téléphone entre Nixon et Brejnev mettait le fin à la guerre de 1973, la guerre du Kippour. Ça, c'est terminé. On est dans un temps où l'autonomie des acteurs locaux est considérablement renforcée. Donc, effectivement, la pression américaine est importante, mais regardez Anthony Blinken, le malheureux.
Il a fait 12 voyages au Proche-Orient, là-bas. Il a été l'auteur de ce projet d'accord qui a abouti aujourd'hui, mais qui date de mai dernier. Donc, et pendant tout ce temps-là, il n'a rien pu faire. Donc, les États-Unis n'ont pas l'omnipotence qu'on leur prête. Maintenant, bien sûr, il y a eu, avec l'élection présidentielle américaine, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une sorte de malentendu pédagogique, si vous permettez l'expression. On pensait que Trump soutiendrait à fond Netanyahou, ça n'a pas été le cas, et d'un certain point de vue, ça a rééquilibré selon une logique que l'évolution de la rhétorique de Biden n'avait pas réussi à faire. Et ça a permis la conclusion de cet accord, du coup ? Moi, je pense que cet accord, il a été possible pour des raisons essentiellement intérieures, parce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette guerre ne mène à rien. Et l'armée israélienne en est de plus en plus consciente, faisait de plus en plus pression pour dire, mais attendez, on en est officiellement à 47 000 morts, peut-être à 100 000 morts, on est en train de créer un nouveau volcan, les nouvelles conditions de violence encore plus atroces dans les territoires occupés. La Cisjordanie elle-même bouge de plus en plus. Et là, la Cisjordanie, c'est, si vous me permettez l'expression, un gros morceau. Les opinions publiques arabes en Jordanie et jusqu'au Maroc, signataires des accords dits d'Abraham, commencent également à bouger. Donc, le sentiment chez Benjamin Netanyahu que tout ça ne sert pas à grand-chose. On va parler de Donald Trump, qui reviendra donc à la Maison-Blanche lundi. Est-ce que le Donald Trump au pouvoir, ce sera le Donald Trump de ces dernières semaines ? Celui qui dit qu'il veut prendre le canal de Panama, qui veut prendre le Groenland, est-ce qu'il pourra faire ce qu'il dit ? Alors, il faut avoir deux prémices en tête lorsqu'on parle de ce nouveau président. Premièrement, c'est le président de la parole, c'est un communicant. Il parle de manière à ce que ceux qui le soutiennent y trouvent leur compte. Donc, un communicant n'est pas un décideur. Il faut bien le comprendre. Et il ne faut pas prendre chaque phrase au pied de la lettre. Rappelez-vous, je réglerai le conflit russo-ukrainien en 24 heures. C'est l'exemple typique. Deuxième élément, l'homme n'a pas de politique étrangère. Lorsque George W. Bush est arrivé au pouvoir, il avait une politique étrangère néoconservatrice en tête. Barack Obama avait une politique étrangère, même si elle n'était pas aussi structurée qu'on aurait pu le souhaiter. Biden, même d'un certain point de vue, avait aussi une politique étrangère. Lui n'a pas de politique étrangère. Donc, la première marque de Trump, c'est l'incertitude. Ceci dit... Mais y compris, du coup, pour la communauté internationale, ça va être du coup par coup, c'est ça ? Oui, on ne sait pas. La seule chose qu'on sache... à propos de Trump, c'est qu'on ne sait pas. Vous vous rappelez la chanson de Gabin, c'est à peu près ça. Bon, l'autre élément, parce que quand même, il ne faut pas s'arrêter là, c'est qu'il faut décrypter le discours. Et moi, ce qui me frappe, à propos de ce que vous disiez sur le Groenland et le Canada, c'est que Trump s'attaque à deux membres de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, ce qui quand même... et pas banal. Et derrière cela, il faut voir deux indications. D'abord que l'essentiel de l'énergie du futur président en politique étrangère va porter davantage vers ses alliés que vers ses adversaires. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire mal à l'Europe que de faire mal à la Chine. Il faut bien penser à cela. Ne serait-ce que pour la santé des consommateurs américains. Donc il va s'attaquer à ses alliés. Je pense que la cible est en train de se dessiner. Ça ne veut pas dire qu'il va envoyer les GI en Groenland, mais ça veut dire une deuxième chose. Ça veut dire le mépris, déjà exprimé d'autres manières, de Trump pour les mécanismes d'alliance. Il n'aime pas l'OTAN et il considère que ces alliances militaires, pour le businessman qu'il est, sont entravantes de cette politique fluide de bargaining, de marchandage, de discussion. Et c'est d'ailleurs un peu dans l'air du temps. On sait que l'OTAN, c'est la dernière alliance militaire qui subsiste dans le monde. Mais est-ce que ça restera à la parole ou est-ce qu'il va aller jusqu'à rompre ? Alors, je ne l'ai pas eu au téléphone, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il a dans la tête. Et par ailleurs, je n'ai jamais su écrire les horoscopes, donc je serai très prudent. En revanche, je pense que nous sommes dans un temps où la logique d'alliance, à laquelle
Biden restait très attaché. La logique d'alliance est en train d'être remise en cause. D'ailleurs, le dernier discours de M. Rutte, le nouveau secrétaire général de l'OTAN, était un discours d'inquiétude, d'interrogation. Le rêve de Trump, c'est de négocier directement avec Poutine. Donc l'OTAN, l'Europe, tous ces vieux machins, on laisse de côté. Et deuxièmement, il faut faire très attention aussi à cela. Ne nous lions pas les mains, pense le nouveau président des États-Unis. Il n'y a aucune raison, ça c'est son obsession, que l'Amérique soit contrainte par un pacte pérenne. On fait America First. C'est pas Western World First, c'est America First. Et donc, toute sa politique consiste à ne pas se lier à des engagements qu'il tient pour inutiles. Ça, c'est quand même une indication de ce qui va se passer. Puis il y a un troisième élément. Ça veut dire que si un pays de l'OTAN est attaqué, les États-Unis pourraient ne pas intervenir sous Trump. Il l'a dit, hein. Il l'a dit très clairement, déjà depuis un certain temps. Bon, le fera-t-il, ne le fera-t-il pas, alors je ne sais pas. Et un troisième élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une mutation sourde de l'idée de souveraineté. La souveraineté, vous savez, depuis le grand théoricien Jean Bodin, XVIe siècle, c'est puissance ultime, personne derrière nous, ni plus petit, ni plus grand, ni égal de soi. L'idée est en train de muter. Tant dans la tête de Trump que dans celle de Poutine et celle de Xi Jinping. La souveraineté veut de plus en plus dire puissance. Ce qui compte, c'est la puissance. Et seul le puissant est véritablement souverain. C'est ça l'équation. Et regardez les mots employés par Trump pour justifier cet intérêt des États-Unis pour le Groenland, c'est mot pour mot ce que dit Poutine à propos de l'Ukraine. La sécurité de la Russie ou des États-Unis passe par le contrôle de l'Ukraine ou du Groenland. Et on ne peut plus reprocher ni à Xi Jinping de vouloir saisir Taïwan, ni Poutine de saisir l'Ukraine, lorsqu'on dit soi-même, nous, on va se prendre le Groenland, voire le Canada tout entier. L'Union européenne, elle est prête à ce retour de Trump à la Maison-Blanche ou est-ce qu'elle est encore trop naïve ? Alors, les premières réactions européennes sont inquiétantes. Madame von der Leyen, se disant grippée, n'a pas réagi. Madame Kallas, la nouvelle haute représentante, elle n'a pratiquement rien dit non plus. Tout ça est inquiétant. Et pourquoi c'est inquiétant ? Parce que l'Europe est profondément divisée. Pourquoi est-elle profondément divisée ? Parce que vous avez maintenant, non pas deux camps en Europe, comme ça a été le cas longtemps, les atlantistes et les souverainistes. Vous avez maintenant un jeu à quatre coins. Vous avez quatre angles. Vous avez les illibéraux proches de Trump, ça c'est Madame Meloni, les illibéraux proches de Poutine, ça c'est Monsieur Orban, les libéraux atlantistes, ça c'est l'Allemagne, et les libéraux, je dirais, autonomistes et européanistes, ça c'est Macron. Et puis on pourrait ajouter même des cinquièmes et des sixièmes postures en détaillant... En fait, l'Europe, elle est trop divisée pour contre-attaquer. Elle est trop divisée, mais ce qui est pire, c'est qu'elle a des enjeux actuels, c'est-à-dire le rapport aux États-Unis et la Russie, non pas deux visions concurrentes, mais au moins quatre visions. Et ça, il n'y a rien de tel pour tout bloquer. Un dernier mot, parce qu'à l'investiture de Trump, il y a des invités. Alors, Donald Trump, il a invité Éric Zemmour, il a invité Marion Maréchal, il n'a pas invité Emmanuel Macron pour le moment. C'est un mauvais signal pour la France ? Oui, parce que lorsque Notre-Dame a pu rouvrir ces dernières semaines, qu'a fait Emmanuel Macron ? Il a invité le président élu, mais pas encore investi Trump, il l'a assis entre son épouse et lui-même, montrant ainsi un égard tout particulier et quelle claque dans la mesure où il n'y a pas eu du tout de réciproque. Ça me fait penser, vous savez, c'est le même film, on est dans un remake. Rappelez-vous, 14 juillet 2017, Macron, à peine investi président de la République, reçoit en très grande pompe Trump, et Trump, ensuite, quelques mois après, le reçoit aux États-Unis, se contente d'épousseter les épaules de Macron sur lesquelles il avait trouvé des pellicules, et repousse tous ses demandes, dénonce les accords de Paris, dénonce l'accord sur le nucléaire iranien pour lequel la France avait joué un rôle important. Bref, effectivement,
il y a une asymétrie dans les rapports entre les deux hommes. Merci beaucoup, merci Bertrand Badi de nous avoir apporté votre éclairage. On rappelle le titre de votre livre, L'Art de la paix. C'est chez Flammarion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.